La notion d'artiste dans les quartiers, c'était des costards à paillettes, des boîtes de nuit, de la musique black et dansante. Et donc, faire du rock, donc quelque chose de bruyant, de désordonné, et ne pas passer à la télé, c'est être une cloche. Et donc les mecs, mais pourquoi tu passes pas à la télé? On dit que tu fais de la musique, pourquoi t'es pas chez Drucker? Et donc si t'es pas chez Drucker, t'es une merde. Ouais. Et si tu fais de la musique rock, t'es donc blanc, donc tu nous as trahis, va niquer ta mère. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les livrent. Bon dimanche à tous, mon invité c'est Majid Cherfi aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, La part du Sarrasin, aux éditions Actes Sud. C'est un récit et pourtant on y retrouve votre double littéraire, Le Madj. Emprunt à de curieux doutes, hein. C'est les années 80 en fait que vous retracez dans ce livre, à peu près 80-90, même si l'action va jusqu'en 92, mais c'est surtout le milieu on va dire des années 80. On est à quelques mois de la marche des beurs. Et lui, finalement, il a d'autres préoccupations. Il est plus préoccupé par son avenir de chanteur que par son engagement politique qui le taraudait depuis des années. Oui, c'est aussi l'histoire de cette schizophrénie-là, parce que il est historiquement dans un quartier et dans un mouvement politisé. Parce que les associations dans les quartiers, à ce moment-là, elles se politisaient dans le sens où fallait remettre en question une république qui ne répondait pas à ses injonctions d'égalité, de fraternité. Et donc, il est quand même sincère dans son envie d'en découdre avec la chose politique, mais tout à coup, la musique vient. Mais pas maintenant. En fait, ce qu'il dit, c'est trop tôt. Oui. Non, mais parfois, on est rattrapé par la grande histoire. Ouais. Il a envie de reporter parce que tout à coup la musique est là, et la musique, bon, c'est la gloire, c'est les étoiles, le zénith, les filles, et ses copains du groupe lui disent, ben enfin Majid, t'es un artiste, on fait des concerts, pas des meetings. Et puis les copains de quartier. C'est au moment où se pose la question de savoir si on peut politiser, on va dire, les textes du groupe. Oui, et c'est une période aussi où il y a tous ces groupes de rock alternatifs et qui sont quasi tous politiques ou en posture de politique, et tous crient la jeunesse en merde, le Front National, etc. Et donc il est de bon ton d'être dans une extrême gauche, voilà, de Rose, de Dahlia et de Bégonia. Alors donc lui c'est le leader en tout cas c'est le chanteur d'un groupe, hein, punk rock, toulousain. Oui. C'était pas Zebda, c'était pas trop punk rock, hein, finalement. Pas trop punk, c'était ska reggae rock. Ouais. Ça marchait bien ça en région toulousaine, hein, le ska. Oui, il y avait un mouvement Redskin, il y avait une mouvance antifasciste, Ralph-Ron. Donc il y avait une ébullition toulousaine, ouais. Et puis il y a aussi la construction d'un groupe, alors qu'il commence à avoir du succès, on ne sait pas, en tout cas il tourne. Et on ne sait même pas si on peut appeler ça des tournées, dans sa vieille estafette. L'estafette. Voilà. Et de voir que finalement, la galère que c'est de débuter, finalement, quand on est un groupe. Ouais, je me dis que ça ferait peur aux jeunes groupes de rap aujourd'hui, qui démarrent avec l'objectif d'un tube et des passages radio. Et à cette époque-là, on partait en tournée, mais en fait, on voguait de bar en bar. Et dans ces bars, on pouvait trouver des patrons un peu fachos, d'autres plus sympathiques. Et souvent, ils s'étonnaient qu'on veuille être salarié, parce qu'ils pensaient que chanter, c'était la récré, on va quand même pas vous payer. Donc j'ai appartenu à cette histoire. On vous donnait une bière et pas deux. Voilà, une bière. Et, attends, je vous offre une bière et vous pouvez dormir là-haut dans le... Vous tournez, il n'y a qu'un lit pour 7. Oui. Dormir par terre, manger froid. Des négociations en fin de concert de salaire, absolument, quand on y pense aujourd'hui, c'est effrayant. C'était 1000 francs pour 7 mecs. Alors évidemment, oui, il y a un jeune en face de nous. Qui dit, alors, en euros, ça fait combien? Ça fait 150 euros en fait. Ok, merci. Ouais. Et donc, il y avait ce combat d'exister musicalement,
et puis surtout d'affronter l'indécence à vouloir être salarié par ses patrons de bar. Voilà. Ouais. Le Madj, lui, on sent que le fait, il veut être connu, reconnu, il veut la gloire, mais ce qu'il veut aussi, c'est que les mecs de sa cité, ils le reconnaissent en tant qu'artiste. Et ça a été quelque chose de dur pour vous, que ceux avec qui vous avez grandi vous donnent la reconnaissance en tant qu'artiste et disent on aime bien ce que tu fais comme artiste. Oui, ça a été dur parce que la notion d'artiste dans les quartiers, c'était des costards à paillettes, des boîtes de nuit, des musiques de danse, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, de la musique black et dansante, et des guitares. C'est la funk. Oui, funky même. Ouais. Parce que funk, c'était déjà un peu intellectualisé. C'était touchy, ouais. La funky, tout ce qu'il y a de plus robotique, c'était, Saturday Night Fever. Ça, c'était du disco, plus. Non, pas... avec le... Earth, Wind & Fire, on est plus... Comment s'appelle-t-il le film, là, avec... le célèbre film des années 80, merde. Avec qui? Avec Travolta? Travolta. Ouais, La fièvre du samedi soir. Voilà, c'était ça, un quartier, c'était ça. Et donc, faire du rock dans quelque chose de bruyant, de désordonné, et ne pas passer à la télé, c'est être une cloche. Et donc les mecs, mais pourquoi tu passes pas à la télé? Tout de suite. On dit que tu fais de la musique, pourquoi t'es pas chez Drucker? Et donc si t'es pas chez Drucker, t'es une merde. Ouais. Et si tu fais de la musique rock, t'es donc blanc, donc tu nous as trahis, va niquer ta mère. On en revient à la question de l'identité. Ouais. Le mot trahison, par exemple, pour votre personnage, le Madj, ça c'est le mot... Voilà, c'est le mot vraiment il ne supporte pas ce mot, puisqu'à chaque fois on l'accuse d'être traître à quelque chose. Oui. Alors je suis un homme de lettres. J'écris dans le quartier. Je suis le poète. J'étais le poète de quartier, donc j'étais un traître parce que écrire ou lire, ça suppose une féminité. Alors vous le dites à un moment donné, ça m'a étonné. Oui. Ouais. Oui, parce que quand on est un homme, on n'est pas bon à l'école, on casse des dents et et les blancs sont les ennemis, quoi. On n'est pas français, merde. Sans pour autant être arabe d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas une revendication identitaire à cette époque. Mais il y a les Français, ils nous veulent pas, on va leur péter les dents. Et toi, t'es avec des Français, ils sont musiciens. Tu fais le poète, tu fais de la musique, t'es artiste, et en plus, j'étais déjà dans un discours féministe, mais oui, à l'époque, je cumulais toutes les trahisons. Il y a un moment donné, il est interrogé par... alors sur l'identité, hein, c'est comment est-ce qu'on peut être française sans l'être, arabe sans jamais l'avoir été, et musulman sans même croire. C'était compliqué de définir l'identité. Moi, c'était compliqué, d'autant plus que c'est une période où ces questions se creusent. Avant ces années 80, on se posait pas la question. On avait... il y avait une seule certitude, on n'est pas les bienvenus. Et il y a une guerre frontale entre deux clans. Il y a les Blancs, pour tout dire, et les autres. Et les premiers lycéens débarquent, ce qu'on appelait la seconde génération. Et on pose les questions de la République, de la laïcité. On se dit, tiens, alors on est avec des copains au lycée qui croient pas en Dieu, et alors on est au lycée et on a l'air un peu stupide de dire, ouais, moi je crois en Mahomet. Mais pourquoi? Les mecs te disent pourquoi? Ça te dit pas d'être libre? Et hop, on est infusé, on est... Et comme tous ces mecs sont extrêmement séduisants, parce qu'ils parlent du libre arbitre, de la liberté sexuelle, de la liberté de penser, etc., on fonce droit devant, et puis on se dit, merde, ouais, mais je vais pas croire en Dieu, puisque les mecs qui sont cool n'y croient pas. Mais je mange pas de porc, hein. Mais je mange pas de porc, voilà, absolument. C'est pas négociable. Voilà, c'est ça. Je suis pas musulman, mais je mange pas de porc. Et les copains français, bon, c'est aussi ce que je raconte, ils sont... mais t'es complètement schizo, quoi. Il y a une anecdote qui l'illustre. Alors, il va au cinéma avec son pote.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de films de l'époque, hein, parce que c'est l'arrivée de la VHS. Là, on parle au jeune qui est en face de nous, qui sait pas ce que c'est, mais il sait pas ce que c'est que quand on a vu. C'est les cassettes vidéo. Ouais, mais quand on a vu arriver les vidéos, c'était pour la première fois, on pouvait enchaîner les films. Oui. On pouvait faire un après-midi film, parce Oui. qu'on pouvait pas imaginer avant. Et donc, il va au cinéma, il va voir, donc c'est la femme de mon pote avec son copain. Donc avec Thierry Lhermitte, Coluche, le film de Bertrand Blier. Hein. Absolument. Et Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Voilà. Et il lui demande, alors que t'as pensé quoi du film? Il dit, mais ça reste un film pour Français. Ouais. C'est quoi un film pour Français? Mais c'est ce que dit mon personnage à ce pote. Il y a une gamberge. Donc c'est évidemment une meuf très belle et un pote qui vient de chourer la meuf de son pote. Alors pour le match, c'est ça un film français. C'est une meuf, deux mecs et si possible des amis et ils se trahissent tout en ne se séparant pas. Et donc cette espèce de liberté libertine, un regard libertin. Et il lui dit c'est un film français, c'est ça. Alors son pote, il doit être breton parce qu'il s'appelle Pierrick. On peut imaginer qu'il est breton, mais. Et alors il lui dit, il lui demande ce que c'est qu'un film français. Il lui répond en français. Il lui demande ce que c'est qu'un français. Il lui dit un français, c'est grand, blanc, beau, ça lit Rimbaud, Balzac ou Monterland. Ça cherche à casser les codes, à bousiller les a priori, à couper la tête d'un roi, les couilles à Dieu et surtout, ça veut la femme de son voisin. Ouais. Alors. Évidemment, il sublime le français parce que c'est un personnage qui découvre la France au lycée. Et donc il se dit, mais c'est marrant, avec mes copains français, tout est ouvert, et dans le quartier, tout est tabou. Et donc il a tendance à sublimer le français. Le reste du monde est incarné par ses deux meilleurs amis, hein, Samir et Momo, qui le ramènent à une forme de réalité et qui lui, peut-être, mettent sous le nez et lui balance le conflit de loyauté. Oui, parce qu'ils grandissent ensemble et sont lycéens ensemble. Et donc ils découvrent l'idée l'idée républicaine, ils découvrent la gauche qui est arrivée au pouvoir à ce moment-là. Ils sont dans les arcanes des partis politiques et donc ils mettent en place un combat qui va défendre la Palestine, défendre les nôtres et pour ça, tout doit être sacrifié au nom du combat de la marche des beurs, donc qui était la marche de l'égalité, voilà, qui est en vérité la marche de l'égalité, et donc tout doit être sacrifié au nom de la cause. Et sauf que eux sont en plein dedans parce qu'ils sont militants et dans l'assaut. Sauf que le match, lui, il y a la musique, et la musique, c'est plus fort que tout. C'est dans les étoiles. C'est plus fort que l'idée politique, ouais. Vous savez que vous chantez, vous écrivez de mieux en mieux. Est-ce que vous en avez conscience? Je ne me rends pas compte, non, je ne me rends pas compte. Mais je sais que j'ai la volonté d'améliorer, d'affiner. On dit jamais aux artistes quand ils ont 20, 30 ans de carrière que finalement ils chantent beaucoup. Non mais on leur dit jamais ça, qu'ils chantent beaucoup mieux, que finalement c'est plus efficace. Alors moi évidemment je fais partie d'une génération où on a fait du rock alternatif, donc l'ambition du chant elle n'était pas tellement là, c'était l'énergie. Le match, votre héros, il braille. Oui. Il a pas en tête l'idée de bien chanter, puisque il s'agit surtout d'envoyer un message. Et donc hurler, il croit que c'est une façon de mieux transmettre l'idée qu'il a dans la tête. Et puis hurler, c'est, croit-il, être rock'n'roll. D'ailleurs, à un moment, Ludo lui demande d'écrire un refrain en arabe. Et là, il lui répond... Je sais pas chanter en arabe. Je ne parle pas l'arabe. Et là, ils sont étonnés parce qu'évidemment, où est-il ce Madj? Il est français ou il est aussi autre chose, mais arabe, c'est pas trop... tu sais, ce truc-là de tes origines qu'on voit jamais, qu'on n'entend jamais.
Et donc ils ont du mal à le percevoir et lui-même étant dans cette espèce de balancier. Il joue avec eux. Je veux pas vous dire parce qu'il a quand même une colère parce que il a vu ses parents vivre tête baissée et c'est les Français qui ont fait baisser la tête à leurs parents et à l'intérieur il a envie de dire attention, hein, vous avez oppressé nos parents et il le dit pas. Et alors la France, est-ce que c'est ce grand pays des droits de l'homme ou est-ce que c'est ce grand pays oppresseur de toute sa famille? Alors voilà, ils ne le comprennent pas et ils s'étonnent quand il leur dit je parle pas l'arabe. Alors on est à quelques jours de ce qu'on appelait après la marche des beurs, mais c'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Lui, il voit les images de l'arrivée de la marche. Oui. À la télé. Ouais. Oui. Et là, il y a un truc qui se passe. Oui, il voit. Ils sont pas très nombreux à l'avoir vu à ce moment-là. Ouais. Oui, je sais pas si c'est là où vous voulez en venir. Il voit la condescendance de François Mitterrand qui accueille François Mitterrand assis comme dans un trône, Louis XV, et tous ces mômes autour comme ça. Et il voit lui un monarque. Il voit un monarque condescendant, colonisateur, un blanc maître, et à nouveau des esclaves comme ça, colonisés, qui reviennent lui demander s'il veut bien leur octroyer l'égalité des droits. Et donc cette image le frappe, et effectivement, au lieu de l'égalité des droits, il propose une carte de résidence. Qui veut dire, alors, comme ce match de l'époque, il atteint la gauche comme un messie. Avec la gauche, on sera frères. Il s'aperçoit que à droite, donc, c'est les ennemis, et à gauche, c'est on vous accorde 10 ans, mais si vous pouviez repartir après ces 10 ans, écoutez, on serait pas plus fâché que ça. Et c'est quelque chose qui, en vérité, ne quittera plus jamais le personnage du match. Mais est-ce que, jusqu'à la fin, les Français ne se diront pas, écoutez, les Noirs et les Arabes, si un jour ils nous proposaient de partir, peut-être nous en ferions pas une maladie. C'est les années de montée du Front National. Finalement, 35 ans après, ça s'est complètement banalisé quand on regarde, quand on y pense. Oui. On avait honte d'être au Front National. On le planquait, on votait, on en avait honte. Aujourd'hui, on a beaucoup moins honte d'être du Front National. Et même, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est les immigrés eux-mêmes votent Front National pour se débarrasser, en fait, des nouveaux arrivants. Et là, évidemment, il bascule le personnage dans une désillusion. Et c'est vrai que le livre porte une désillusion de cette décennie, mais qui viendra un peu après, la désillusion. Ça viendra après, mais enfin, elle commence quand même assez tôt. Parce que les gens réalisent Mitterrand en 88 comme qui rigole. Hein. Ouais, oui. Mais en même temps, il y a cette... qui fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale, faut comme... Ouais. Et toute cette population d'origine immigrée qui vote Front National. Et ils se disent, c'est pas possible, les Noirs et les Arabes sont censés voter à gauche. Et au début des années 80, on était quasi 100% de l'immigration à voter à gauche, et de moins en moins aujourd'hui. Quand je dis 100%, je veux dire du peu qui votait. Puisqu'il y a à l'époque, oui. Il y a 40 ans, on votait très peu, et je pense que 40 ans après, les quartiers votent très peu. Toujours. Ouais. Au départ, votre livre était fait pour être un livre d'amour. Alors ça l'est toujours, hein. Il y a toujours une histoire d'amour, mais elle est passée en second plan, l'histoire d'amour. Ouais, elle est passée en second, exactement. Et vous dévoilez drôlement d'ailleurs en plus dans ce livre. J'aurais voulu beaucoup plus. C'est vrai ? Oui, parce que je vais vous faire un aveu que je ne ferai pas à d'autres médias. C'est comme ça. Parce que je me sens bien ce matin. J'ai une histoire d'amour avec... j'ai connu ma femme à 14 ans.
Et on s'est mariés à 20 ou 21 ans. Et je me suis dit, 40 ans de cette histoire-là, j'ai envie de les raconter. Et je voulais dire... C'est fou, parce que ouais. Moi, je dis pas que c'était impudique, mais je trouvais déjà que vous en disiez énormément par rapport à ce que je connais de vous, et ce que je lis de vous depuis des années. Ouais. Mais bon, la littérature, c'est aussi un dénouement. Donc, j'aurais romancé, évidemment, mon histoire, mais je me suis dit, non, ça vaut le coup d'ailleurs, quelques couples que ce soit, qui posent 40 ans d'histoire en commun avec... alors, c'est ce qui m'a excité dans cette idée, c'est le désir est toujours là. Puisque je parlais à des potes... Mais c'est beau, ça, mais c'est énorme. Oui, c'est assez sympa. Il vaut mieux d'ailleurs. Et déjà me regarder en disant, mais tu rigoles, au-delà de 3 ans, mais toi et ta femme, comme les autres, vous racontez des salades où tu as vu du désir après 3 ans. Et en fait, vous êtes planqués, embourgeoisés, vous n'avez pas envie de perdre votre précaré, et donc vous restez ensemble. Et moi, je me dis, alors, j'ai pas essayé de les convaincre, mais je me disais, non, il y a du désir, et j'essaierai pas de convaincre quiconque, mais par contre, ça vaut le coup de raconter cette histoire. Alors, j'étais pas à la hauteur. Non, mais comment votre... Je vois dans votre regard... Non, si, mais est-ce que vous avez fait lire l'histoire de la nuit à votre femme ? Oui, ouais. Oui. Mais elle est comme moi. Est-ce qu'elle a le même souvenir ? Je crois qu'elle aurait... Elle dirait, tu m'as ménagé. J'adore. Ouais. Oui, parce que on est 2 jumeaux névrosés. Et quand je raconte l'histoire de la pizza avec elle, moi, je me suis retrouvé devant du porc et je me suis dit, bon, laïcité, égalité, fraternité, libre arbitre, porc. Je me suis attaqué à... Et il y avait les pâtes avant avec du porc aussi. Voilà, les pâtes. À la bolognaise. Et devant une pizza, elle s'est retrouvée devant le même truc comme un défi. Je me libère, et on croit, bon, on a 20 ans, on croit qu'on se libère en mangeant des lardons. Et c'est sympa comme idée. Majid Cherfi, vous avez réussi quelque chose que peu d'entre vous, en tout cas les chanteurs, avaient réussi. C'est que vous avez réussi à avoir plus de succès en tant qu'auteur que chanteur. Alors moi, je pense à Yves Simon, à Pierre Perret, récemment... Olivia Ruiz, qui a enregistré un duo sur votre dernier album et qui a connu un très grand succès de librairie. Est-ce que c'est plus valorisant de vendre des livres, enfin d'être un gros vendeur de livres que d'être un gros vendeur de disques ? Alors, moi, je suis avant tout quelqu'un de l'écrit. Donc, j'ai essentiellement fait de la musique. Mais ma vraie identité, c'est l'écrit. Et donc, l'écrit a pour moi, évidemment, la version littéraire, il y a un prestige que n'a pas le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est les filles, les bars, et puis les choses qu'on inspire immodérément. Et par exemple, moi, ma mère, voilà, avec les livres, c'est bon, enfin, t'es un adulte, t'es un homme, t'es grand, t'es haut. Avec la musique, bon, c'est oui, on te voit à la télé, mais on dirait un enfant, tu sautes partout. Bon, voilà, il y a une espèce d'image comme ça que j'aime bien. Vous êtes devenu sérieux, en fait. Je le crains, oui, avec l'âge, oui, je suis... enfin, sérieux. Je jump moins, effectivement. Et vous avez connu un gros succès populaire. C'est-à-dire que les gens ont acheté votre livre, ils l'ont aimé. Oui. Ils vous l'ont dit. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Alors moi, évidemment, il y a un côté thérapeutique, bien sûr, parce que j'éprouve le besoin de dire, regardez comme je suis quelqu'un. C'est une notion de quelqu'un. Et donc j'ai couru toute ma vie derrière cette idée de être dans une singularité. Alors évidemment, avec le succès de ma part de Gaulois, j'ai senti une validation. Ouais, t'es quelqu'un. T'es pas un géant, mais t'es quelqu'un. Et ça apaise le cœur, ça ouvre l'âme. Et ça a creusé une espèce de sillon dans lequel l'eau peut désormais, l'eau littéraire peut s'écouler à flot. Mais c'est intéressant puisque vous tournez autour de la question de l'identité depuis longtemps. Ouais. Et là, vous dites que finalement, ma véritable identité, c'est l'écriture.
Oui, je l'ai toujours su, mais si vous voulez, l'écriture, ça a un prestige dans lequel vous vous sentez illégitime. Moi, j'étais emprisonné derrière mon idée derrière mon identité de fils d'Algérien. Et quand je dis fils d'Algérien, je veux dire immigré et oppressé. Et donc, on n'a pas droit aux marches supérieures. Et nos parents nous le disaient d'ailleurs. Nous ne sommes pas légitimes. D'autant plus dans un pays étranger, on n'est pas légitime. Donc, on a une petite place où on nous a permis de manger un bout de pain. Contentons-nous de cette place. Et donc, je suis poursuivi par l'idée de l'illégitimité. Ouais. Mais finalement, quand on a du succès, on devient blanc. Tout à fait. On devient blanc quand, je dirais, peut-être pas dans le regard des autres, je veux dire. Pas absolument le succès, mais quand vous accédez au discours, à une forme d'érudition. Et moi, j'ai compris que j'étais devenu blanc à cause du discours, parce que on veut s'adresser, avec le discours, on veut s'adresser au peuple, à ceux qui n'ont pas eu accès au code, et ils ne comprennent pas ce que vous leur dites, parce qu'ils n'y ont pas accès. C'est le syndrome de l'imposteur dont vous nous parliez tout à l'heure, ou pas ? Oui. Ça, c'est quelque chose. Oui, il y a une forme d'imposture parce qu'on se veut porte-parole de gens, mais à partir du moment où vous accédez au discours, vous passez une frontière qui vous sépare des vôtres. Et quand les vôtres sont en bas, eh ben, vous vous débattez en voulant, parce qu'on veut absolument avoir un bras près du peuple et la tête dans les étoiles, et je pense que ça ne marche pas. C'est ou l'un ou l'autre. La part du sarrasin, donc c'est le titre de votre nouveau roman chez Actes Sud. Je vous disais tout à l'heure que vous écriviez de mieux en mieux, mais vous écrivez pas de plus en plus court. Vous, finalement, vous faites pas partie de cette... Parce qu'on a des romans de la rentrée qui sont des romans punchline. Ouais. Vous, c'est votre mère qui les faisait les punchlines à la maison. Oui, alors, j'ai écrit pas court, mais je regrette, c'est pas une volonté d'écrire beaucoup. Non, mais on en a pour notre argent, mais ça existe. C'est pas la tendance aujourd'hui. Vous savez, en ce moment, on écrit des phrases qui ont la taille d'un tweet. Oui, mais je vous dis, j'ai presque un regret que ce soit aussi épais, parce que je suis aussi entouré de gens qui sont pas des gros lecteurs, et donc il y a une petite frayeur quand on voit arriver l'épaisseur d'un livre. C'est vrai ça ? Et chez moi aussi, oui. Ouais. Oui, un livre trop épais me fait peur, et je fais des oufs quand je vois des livres pas trop épais. Mais quand un livre est épais et qui se laisse facilement lire, vous êtes triste à la fin d'être arrivé à bout, vous voyez ? Oui, voilà. Alors moi, j'ai vécu ça avec L'Art de perdre d'Alice Zeniter. J'aurais aimé qu'il fasse 1000 pages de plus. Des fois, ça arrive. Ouais, qui fait partie de la rentrée. C'est très épais et c'est bon. Qui fait partie de la rentrée, d'ailleurs, aujourd'hui. Qui a écrit un nouveau bouquin, oui. Là, vous êtes à la rentrée littéraire. Alors, votre livre, il a une drôle d'histoire parce que finalement, il n'était pas du tout prévu pour sortir là, maintenant. Oui, absolument, oui. Hein, vous étiez partie de ceux qui devaient sortir pendant le confinement. Oui. Bon, mais ça, c'est la vie des livres. C'était prévu 9 mois plus tôt. Puis après, le Covid est arrivé. Et puis, j'ai presque de la chance de sortir en rentrée littéraire. Oui, c'est ce qui fait que vous faites partie des auteurs de la rentrée, en fait. C'est mon côté un peu chanceux. Vous avez fait quoi pendant le confinement ? Ben moi, alors comme je suis devenu un peu moine, comme vous l'avez dit, avec l'âge, je suis dans une pièce avec un ordinateur et j'écris, et donc l'extérieur ne m'a pas... voilà. Vous êtes dans votre pyjama avec votre robe de chambre toute la journée Sans robe de chambre, mais un pyjama, effectivement. Un pyjama à 3 bandes blanches, si vous voulez. Non, mais c'est vrai que vous avez une tenue d'écrivain ? Oui, 3 bandes blanches. Et là, ça vous quitte pas, là, vous êtes avec... C'est survêt, et à la fois tongue et survêt, un côté sportif et un côté glandeur. Et au milieu, j'essaie de me trouver. Beaucoup d'écrivains que je rencontre aiment leur enfance. Et vous, est-ce que vous aimez la vôtre ? En vérité, oui. En vérité, oui, parce que, vous savez, quand vous avez été aimé, il y a des vapeurs permanentes qui vous habitent. Et je regarde ma mère qui, après près de 60 ans, je regarde ma mère et
et elle me renvoie à l'enfant que j'ai été, choyé, cajolé, protégé, guidé. Ouais. Bon, on a cette chance-là ou on l'a pas. Et donc j'ai cette idée du bonheur quand je pense à mon enfance. La part du sarrasin, donc c'est la suite de Ma part de Gaulois. Un genre de suite, Ouais. puisque je n'avais pas prémédité de suite, mais voilà, on peut dire que c'est une forme de suite. Ouais. C'est la rentrée littéraire, donc vous êtes chez Actes Sud. On cite l'éditeur parce que les livres, en plus d'être bons chez Actes Sud, ils sont beaux. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est quand même c'est une œuvre. Oui, et d'ailleurs je le vois, à chaque fois que je rencontre des lecteurs, ils me disent Actes Sud, Ouais, physiquement, ouais, c'est incroyable. Ouais. Des lettres de noblesse Ça, la qui tablette. rendent le livre bon. La tablette, elle remplacera jamais, hein, toutes ces choses qui Ouais. nous permettent de lire sur des ordinateurs. Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM. Merci.